Bonjour et bienvenue à l'Hôtel Cabu pour ce nouveau rendez-vous autour des collections de ce musée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du trésor de Neuvy-en-Sulliace et j'espère qu'ensemble, nous réussirons à percer certains de ses mystères. Alors, rappelons que ce trésor a été découvert en 1861 et qu'il est composé de plusieurs dizaines d'objets en bronze qui sont datés entre le 1er siècle avant et le 1er siècle après Jésus-Christ. Ces objets ont été déposés plus exactement dans une fosse qui, elle, aurait été aménagée à l'aide de tuiles. L'hypothèse qui est toujours en cours veut que cette fosse contiendrait des objets cultuels. Ces objets cultuels auraient été remisés au IIIe siècle, époque à laquelle ils n'étaient plus en adéquation avec les croyances de leur époque. Ce qui dit culte, objet cultuel, suppose l'existence nécessairement d'un temple gallo-romain à Neuvy-en-Sulliace. Pour vérifier cette hypothèse, nous pouvons avoir recours aux données issues de l'archéologie préventive. Il y a eu en effet depuis 2004 sur le territoire de la commune de Neuvy-en-Sulliace 9 opérations de diagnostic archéologique. Et disons-le tout de suite, les occupations des époques gauloises et gallo-romaines sont très rares à Neuvy-en-Sulliace. Il n'y a qu'un seul site qui a été découvert sur cette commune pour cette époque gallo-romaine. Il s'agit d'un modeste établissement rural d'une ferme qui a été occupée au IIe siècle et abandonnée au IIIe siècle. Globalement, hormis bien évidemment le trésor de Neuvy-en-Sulliace, le mobilier gallo-romain qui a été trouvé dans les différentes opérations d'archéologie préventive est très peu nombreux et toujours en position résiduelle. Il y a même des opérations de diagnostic qui ont été menées au lieu-dit Le Mottois, et ce lieu-dit est le lieu où le trésor a été découvert en 1861. Et au cours de ces diagnostics, aucune structure de l'époque gallo-romaine n'a été découverte. Donc cela est véritablement surprenant, d'autant plus que sur le socle de la statue du cheval est fait mention d'une curie. Une curie, c'est en fait une sorte de conseil municipal d'une localité qui est dénommée Cassiciaté. Et cette curie de Cassiciaté a financé sur ses fonds propres la fabrication de ce cheval et l'aurait offert au dieu Rudiobus. Le terme de Cassiciaté a été étudié par des archivistes paléographes et ils ont estimé que ce mot pourrait être rapproché du lieu-dit Chassis. Ce lieu-dit se trouve à quelques centaines de mètres au nord de Neuvy-en-Sulliace. Malheureusement, en 2017, une opération d'archéologie préventive y a été menée à moins de 300 mètres. Et de l'époque gallo-romaine, quelques tessons ont été découverts. Si cela peut paraître surprenant, étonnant, il faut bien avoir en tête que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Et que donc l'hypothèse émise auparavant, comme quoi cette fosse contiendrait d'anciens objets de culte, est toujours possible et toujours valide. En effet, dans le monde gallo-romain, la pratique d'enfouissement d'anciens objets liturgiques est une pratique courante, une pratique commune. On en a d'ailleurs un bon exemple à Orléans, puisqu'en 2007 et 2008, le sanctuaire de la fontaine de l'Étuvée a été fouillé. Ce sanctuaire, ce temple gallo-romain, se trouve tout au bout de l'avenue de l'actuel des droits de l'homme. Et dans des niveaux qui sont datés du IVe siècle, des fosses à l'intérieur de l'enceinte sacrée ont été découvertes. Et ces fosses comportaient du mobilier liturgique remisé. Dans la première fosse, une statuette d'une déesse mère a été trouvée. Et dans l'autre fosse, 2 récipients en bronze constituant un brûle-parfum ont été découverts. Les brûle-parfums sont des objets assez couramment utilisés dans les rites gallo-romains. Si on compare les objets provenant de ces différentes fosses, on se trouve d'un côté avec 3 objets seulement, mais provenant de la capitale du temple de la capitale du peuple des Carnutes, alors qu'à Neuvy-en-Sulliace, sur le territoire des Carnutes également, on se retrouve avec une fosse qui comprend plus de 40 objets en bronze
Et cette fosse s'inscrit dans une occupation gallo-romaine qui est pour le moins légère, pour ne pas dire inexistante. Donc cela est tout à fait intriguant. Néanmoins, dans ce trésor, comme je vous l'ai déjà dit, il y a des dizaines d'objets. Donc il est impossible de tous les étudier, de tous les présenter dans le cadre de cette vidéo. Et j'aimerais plus particulièrement attirer votre attention sur 3 objets, sur 3 statuettes, sur 3 objets, sur 3 figurines représentant des divinités romaines. Elles se trouvent ici. Et la première d'entre elles est cet homme barbu qui se tient debout, qui est équipé, qui porte l'équipement d'un guerrier, constitué d'un casque assigné de type corinthien, d'une cuirasse, de jambières. Il devait tenir dans sa main droite une lance et sa main gauche est en appui sur son bouclier. Cet accoutrement de guerrier identifie ce personnage à Mars, le dieu de la guerre chez les Gallo-Romains. On constate que la facture de cet objet n'est pas de très bonne qualité et il est donc estimé qu'il s'agit d'une production locale datée du 1er ou 2e siècle de notre ère. La deuxième statue est elle aussi celle d'un homme barbu, la tête tournée sur la droite avec un air plutôt digne, empreint de sagesse. On constate que sa tunique est relevée sur son épaule gauche, dévoilant ainsi un bras droit et un buste pour le moins athlétique. On voit également qu'il porte des sandales lacées. La manière dont il porte sa toge, sa tunique, le fait qu'il soit un homme d'âge mûr, barbu, identifie cette statuette à Esculape, le dieu de la médecine chez les Romains, ou Asclépios chez les Grecs. En parlant de Grèce, il faut savoir que sur l'île de Kos, île située dans la Méditerranée orientale, se trouvait un sanctuaire important dédié à ce dieu. Et lorsque celui-ci a été fouillé, une statuette en bronze a également été découverte et la ressemblance avec celle de Neuville en Sulias est troublante. De ce fait, certains historiens de l'art ont estimé que la statuette de Neuville en Sulias devait avoir été fabriquée en Asie mineure. Cela sous-entend qu'elle a traversé toute la Méditerranée, toute la Gaule, et pour se retrouver enfouie dans le sol du territoire des Carnutes. Le dernier objet dont je vais vous parler est cette représentation de très bonne qualité d'un enfant, d'un garçon nu, qui est encadré par des sarments de vigne qui sont très finement ciselés. Et il tient dans sa main droite 3 pommes et dans sa main gauche une massue. On pourrait croire que la référence au sarment pourrait désigner ce personnage comme étant une représentation de Bacchus enfant, mais les objets qu'il tient dans sa main l'identifient à un autre personnage de la mythologie gréco-romaine, à savoir Hercule ou Héraclès. Il s'agit donc d'une représentation d'Hercule enfant. En effet, Hercule est toujours représenté avec sa massue et les 3 pommes qu'il tient dans sa main droite sont une évocation du dernier de ses 12 travaux, dernière épreuve dans laquelle il a dû aller récupérer les pommes du jardin des Hespérides, pommes qui ont été données par Gaïa à Héra lors de son mariage avec Zeus et pommes qui étaient gardées par un dragon à 100 têtes. On constate que cette figure, ce personnage, est adossé à une tige creuse de section quadrangulaire et que l'on voit ici. Et de ce fait, on constate qu'il ne s'agit pas d'une statuette, mais d'un élément de décor d'une table ou d'une console, d'un pied de table ou d'une console. Et cette statuette aurait été fabriquée cette table, plus exactement, aurait été fabriquée au 1er siècle ou 2e siècle de notre ère. Alors on le voit bien, l'analyse formelle des objets, qu'elle soit stylistique ou esthétique, nous apporte un certain nombre d'éléments, d'informations assez importantes, mais qui sont insuffisantes pour comprendre l'intégralité, la véritable histoire de ces objets. Elles sont insuffisantes également pour interpréter les gestes qui ont été pratiqués par les populations du passé.
pour réussir à interpréter les gestes des populations du passé, il faut combiner ces études d'objets à une analyse fine des structures archéologiques, du contenant, de leur environnement, afin de savoir dans quel cadre elles s'inscrivent. C'est ainsi qu'on peut comprendre les gestes. Par exemple, le geste de placer des statuettes de dieux, des objets de culte dans une fosse a une signification totalement différente si l'on considère qu'il s'agit d'un dépôt votif dans une enceinte sacrée d'un dieu pour honorer sa mémoire, ou s'il s'agit simplement d'objets déposés dans un trou à côté d'un atelier de bronzier qui attend le moment opportun pour les fondre et donc les détruire, ou bien s'il s'agit tout simplement d'une fosse dans laquelle des voleurs auraient pu poser leur butin. Si cette analyse du contexte avait pu être faite dès 1861, certaines hypothèses auraient pu être évacuées et peut-être que le mystère entourant ce trésor aurait pu être révélé. Néanmoins, malgré le fait que ce contexte est peu clair et flou, n'oublions pas que cette découverte est fortuite, elle est le fruit du hasard et qu'elle a été faite en 1861, époque à laquelle les techniques de l'archéologie étaient fort balbutiantes. Alors si les techniques de l'archéologie ont nettement progressé de nos jours, il n'en demeure pas moins que des objets archéologiques sont toujours arrachés de leur contexte. On retrouve ces objets en général, le plus souvent, sur des sites de vente en ligne. Et de ce fait, ils alimentent le trafic de biens culturels. Il faut savoir que le trafic de biens culturels est le troisième trafic le plus lucratif après celui des armes et celui de la drogue. On pense bien évidemment à Daesh, qui a financé une grande partie de ses campagnes militaires par la revente d'objets archéologiques issus de la destruction et du pillage de sites irakiens et syriens. On pense bien évidemment à Palmyre. Cependant, il faut bien garder à l'esprit que le pillage n'est pas le seul fait de pays lointains sur des sites qui sont éminemment connus. Le pillage de sites existe aussi en France. Alors certes, dans des proportions nettement moins grandes qu'en Syrie ou qu'en Irak, mais il existe quand même. Et il est le fait de personnes utilisant des détecteurs à métaux, des détectoristes. L'État a fortement réglementé l'utilisation des détecteurs à métaux pour plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que les objets qui sont déterrés par les détectoristes font l'objet d'une appropriation privée, alors que ces objets devraient revenir à l'État, à nous, à la communauté, afin qu'ils puissent être exposés dans des vitrines de musées, afin que le plus grand nombre puisse les voir et qu'ils puissent être étudiés. Deuxièmement, les objets qui sont déterrés par les détectoristes, généralement le sont sans aucune méthode scientifique et le prélèvement de ces objets occasionne des dégâts irrémédiables sur les sites archéologiques. Ces objets arrachés de leur niveau archéologique perdent une grande partie de leurs informations issues du contexte. Et comme je vous le disais, le contexte d'un objet participe grandement à sa compréhension, à la compréhension de l'objet, à la compréhension de la structure dans laquelle il se trouve, mais aussi à la compréhension du site archéologique de manière globale. Donc le contexte est un élément crucial dans la recherche archéologique. Celui de Neuvy est bien évidemment assez flou, mais gageons que des opérations d'archéologie préventive futures permettront certainement de lever le voile le concernant. En tout état de cause, les objets du trésor de Neuvy-en-Sulliace sont toujours en cours d'étude, car bien évidemment, vous l'aurez compris, tous ces secrets n'ont pas été percés.